Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire, un webinaire destiné en fait, comme j'ai marqué, une sorte de question qui revient assez fréquemment, que j'ai qualifié d'existentialisme dans le sens où c'est quand même une question qui revient hyper fréquemment. Est-ce qu'il faut que j'achète une voiture par la société ou est-ce que je dois utiliser mon véhicule pour pouvoir faire des indemnités kilométriques? Voilà la question qui se pose. Et donc, ce que je vous propose, justement, eh bien, c'est de pouvoir en discuter à travers des exemples et surtout des exemples chiffrés. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Doux, je suis également expert comptable et c'est moi qui vais avoir le plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, je rappelle, hein, tous les webinaires sont en live, systématiquement, ce ne sont pas des vidéos. Donc, quand vous me dites bonjour, je peux réagir. Et quand vous me posez des questions, ce que j'aime par-dessus tout, eh bien, j'essaye bien évidemment d'y répondre, soit en direct, soit au contraire, j'attends la conclusion pour pouvoir répondre. Donc, n'hésitez pas, soyez actifs, c'est ce qui me fait plaisir. Alors, le sommaire, ce matin, c'est quoi? Eh bien, on va en avoir trois. C'est tout d'abord acheter ou louer une voiture de société, on va rappeler deux, trois bricoles. Et puis, ensuite, utiliser son véhicule personnel. Et puis, troisième, c'est des exemples. Un exemple chiffré. Et vous allez voir, c'est pas aussi simple qu'on veut bien nous le laisser croire. Alors, on va commencer tout de suite. Et puis, je vais rappeler quand même quelques règles, tout simplement, de quoi je vais parler. Alors, premièrement, je ne parlerai pas des vélos, je ne parlerai pas des motos, je ne parlerai pas des scooters. Pourquoi? Parce que ce genre de véhicule ne rentre pas ce qu'on appelle dans les véhicules de société, ce qu'on appelle aussi les VP sur les cartes grises, VP, véhicules particuliers. D'accord? Je ne vais pas parler non plus du véhicule utilitaire, parce que tout ce que je vais dire sur le véhicule privé n'a rien à voir avec un véhicule utilitaire. Juste deux exemples pour que vous compreniez tout de suite. Premièrement, sur un véhicule utilitaire, on peut récupérer la TVA. On ne peut pas récupérer la TVA sur un véhicule privé. Deuxièmement, j'ai une limitation, on va le voir, à 18 300 dans le prix d'acquisition. Véhicule utilitaire, pas de limitation. Et il faut vraiment que ce soit marqué VU, parce que sur les cartes grises, actuellement, ils peuvent avoir marqué N1, VP, CTTE, VU. Et c'est là où il y a des risques en la matière. Quand on parle de VP, ça englobe également les N1 et ça englobe également les CTTE pour la plupart du temps. Et puis, je ne vais pas parler des véhicules de société qui sont, excusez-moi, c'est là où je vais parler plutôt, ce troisième, des véhicules de société, celui où c'est marqué VP et celui où c'est marqué CTTE, avec quelques petites limites néanmoins. Alors, on va commencer tout de suite par un truc tout simple, c'est de se dire, cette première partie, celle que j'étudie sur les voitures de société, eh bien, je vais me poser deux questions. Je vais me poser la première question, quel est l'impact pour la société et quel est l'impact pour le dirigeant? Alors, je rappelle que les véhicules de société sont souvent choisis par les entreprises, plus pour des raisons de facilité. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un véhicule de société, vous n'avez pas besoin de faire de calcul de notes de frais, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de savoir qui paye le carburant, qui paye l'assurance, qui paye le parking, on le verra. Par contre, il y a deux choses qu'il va falloir surveiller quand vous achetez une voiture de société. C'est relativement simple, puis vous pourriez le deviner par vous-même sur le deuxième au moins. Le second, c'est le prix du véhicule, bien évidemment, parce que c'est pas complètement neutre et on va voir pourquoi. Et le second, c'est aussi le nombre de CO2. Vous savez, le CO2, c'est les rejets d'oxyde de carbone, je crois, c'est ça le CO2, qui est rejeté en nombre de grammes par kilomètre par votre véhicule. En quelques mots, c'est ce qui fait que votre voiture pollue. Et comme on rentre dans un siècle, effectivement, où on essaye de dépolluer les villes, eh bien, les voitures sont bien évidemment la cible directement de la part de l'État. Bon, on ne va pas se voiler la face. Si on voulait changer un petit peu les choses, on referait payer des vignettes à tout le monde. Là, ils ont bien identifié que les sociétés pouvaient payer quelque chose, et c'est pour ça que le gouvernement s'acharne, et il n'y a pas d'autre mot, sur les véhicules de société, sachant que, et tout le monde le sait, qu'un scooter pollue plus qu'une voiture. Donc, de façon très concrète, c'est véritablement les deux signaux qu'il faut bien avoir en tête
le nombre de CO2 et le prix du véhicule quand on achète un véhicule par une société. Démonstration. Le premier, c'est pour ça que j'ai mis un gros point rouge, là, le bonhomme qui fait la tête, enfin le smiley qui fait la tête. Concrètement, il y a une taxe qui s'appelle la taxe sur les véhicules de société, connue aussi sur TVS ou aussi TVTS, qui était le nom à l'origine et qui est passé TVS, taxe sur les véhicules de tourisme de société. Donc là, c'est taxe sur les véhicules de société. Et pourquoi il faut faire attention? Parce que tout simplement, excusez-moi, pour la TVS, il va falloir effectivement se repositionner en se disant quel est le nombre de CO2 de nouveau, puisque c'est fonction du CO2, et c'est bien évidemment fonction aussi du mode de carburant. C'est-à-dire, et vous allez le voir, si vous avez une voiture électrique, eh bien vous payerez zéro de TVS, parce que la TVS, en fait, c'est une surposition de deux taxes, une taxe qui est liée au CO2, et puis une taxe qu'on appelle la taxe R. Bon, traduire que vous avez un petit forfait de 10 ou 20 ou 30 ou 50 euros par an que vous devez acquitter. Et donc, il y a toute une catégorisation qu'il faut avoir en tête, si bien que si vous avez, comme moi, par exemple, j'ai une BMW i3, donc c'est une voiture électrique, mais j'ai un petit moteur qui s'appelle le Rex, eh bien, je paye quand même une TVS qui est à peu près de 20 euros par an, d'accord? Si j'avais la même totalement électrique, je payerais zéro TVS. Si j'avais, ça n'existe pas, mais si j'avais une voiture qui serait essence, comme la BMW 3 mais en essence, là, je paierais une TVS plein but. Et donc, comme je l'expliquais, le nombre de CO2 va avoir un impact et le mode de carburant également. Alors, je vous ai mis en photo, entre parenthèses, le prix de la TVS prix annuel. Alors, j'ai pas tout mis, parce que le truc est vraiment long, mais vous voyez que de 0 à 20 grammes, on paye 0, par exemple, avec ma BMW i3, je crois que je dois avoir 5 grammes de CO2 ou 2, je crois, je ne sais plus très bien, donc je paye 0 de TVS sur cette partie-là. De 21 à 50, ça fait 1. Autant vous dire que quand on est à moins de 50 grammes, c'est obligatoirement soit une voiture hybride, et pas toutes les voitures hybrides, soit une voiture électrique, mais avec un petit moteur d'appoint pour recharger la batterie. Ça ne peut pas être une voiture essence, ce n'est pas possible. 50 à 120, là, on retrouve à peu près toutes les voitures qui sont plutôt économiques et plutôt bon marché. Je pense notamment au Fiat 500, mais pas toutes. Et puis après, on va commencer à monter en gamme, 51 120, 121 150, 151. Alors, je passe pour terminer au summum à plus de 271 grammes. Donc, 271 grammes, il n'y a plus quasiment de voitures qui sortent comme ça. C'est plutôt des voitures qui ont 5-10 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous auriez l'équivalent d'une R21, enfin, une Renault qui a 15 ans, eh bien, vous auriez tendance effectivement à être à peu près à 190-200 grammes parce que les voitures, mine de rien, commencent à être dépolluées de plus en plus. Donc, de façon très concrète, je vais prendre l'exemple. Alors, quand vous avez des grammes, c'est vachement simple. Si vous êtes, par exemple, à 152 grammes, vous ferez 152 fois 6,50 € pour avoir le montant de votre TVS. Alors, je vous fais une démonstration. Si on achète, par exemple, une Peugeot i 2008, c'est une voiture électrique, ou une Tesla 3, c'est une voiture électrique, mais ça, je crois que tout le monde le sait, 0 de TVS. C'est relativement simple. Si vous achetez la même Peugeot 2008, mais que vous l'achetiez en... Alors, c'est la qualification que j'ai trouvé PureTech 130. Ne me demandez pas à quoi ça correspond. Je suppose 130 chevaux peut-être. Je ne sais pas. Ça fait 102 grammes de CO2 et vous payerez annuellement une TVS à 459 €. J'ai pris l'autre en dessous, la Dacia Duster. Je crois que tout le monde voit de quoi il s'agit. Eh bien, là, 661 € par an. Donc, vous voyez, le Dacia peut être moins cher dans l'absolu que la Peugeot 2008 et très certainement moins cher que la Peugeot i 2008, eh bien, ça n'a strictement rien à voir. Le CO2 est décorrélé. Et puis, j'ai pris une Audi A6 S6. Alors, pour les puristes, c'est une voiture de sport qui avance véritablement. La personne paiera 4 000 € par an de TVS, mais on peut aller à 7, 8, 10 000 € de TVS par an. Il n'y a absolument plus de limite. Et autre point également que j'ai complètement oublié, ça n'a strictement rien à voir avec le malus. C'est un petit peu, mais ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui achète, par exemple, une Jeep, je crois, Wrangler, je crois qu'il y a un malus de 15 000 € je crois, actuellement, et la personne va payer 4 ou 5 000 € par an de TVS. Donc, vous voyez que acheter des voitures aujourd'hui qui sont dans le giron
du législateur en matière de CO2, les acheter par une société, ça devient complètement fou. Voilà. Et je pense que ça, c'est un des points majeurs à bien retenir. Alors, j'ai parlé des TVS. On va parler maintenant des charges qui sont déductibles pour l'entreprise. Quelles sont les charges que l'entreprise peut avoir et qu'est-ce qu'elle va pouvoir mettre à l'intérieur? Eh bien, j'aurais tendance à dire tout. Elle va pouvoir mettre, bien évidemment, l'essence, le gasoil, l'électricité, le coût de la borne de recharge et tout ce qui va avec, les assurances, bien évidemment, les frais financiers qui sont liés à l'emprunt. Si vous prenez un véhicule et que vous l'achetez ou que vous le louez ou que vous le prenez en crédit bail, les frais financiers qui sont attachés sont déductibles. L'entretien, 100% déductible également, et le parking également, que ce soit du parking ponctuel ou du parking longue durée. Ça, c'est la grosse différence. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où vous avez un véhicule qui est un véhicule privé, la TVA n'est jamais récupérable. Je passe mes mots. Et toutes les charges qui correspondent au véhicule ne le sont pas non plus. C'est pour ça que le parking, si vous avez la TVA, vous ne pourrez pas le récupérer. Si vous faites des trajets d'autoroute avec une TVA qui ressort, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Vous faites un entretien de votre véhicule, la TVA n'est pas récupérable. C'est aussi simple que ça. Par contre, pour le carburant, selon le mode de carburant que vous utilisez, la TVA serait récupérable ou pas. Par exemple, quand il s'agit de gasoil, on peut récupérer 80% de la TVA. S'agissant d'essence, là j'ai un petit trou, je crois que c'est 40 ou 50% de la TVA qu'on peut récupérer dessus. Et puis, chaque année, on va passer, c'était 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. On va essayer d'aller, comme sur le gasoil, à hauteur de 80%. Alors que si vous aviez un véhicule utilitaire, le carburant serait à 100% sur la TVA, serait à 100% récupérable. Donc, vous voyez que le fait, effectivement, que ce soit un véhicule, fait que le législateur voit rouge sur les véhicules, ce qui est quand même un comble pour un pays qui se veut producteur de voitures. Mais c'est comme ça. Bon, alors on a parlé de charges déductibles, puis maintenant on va parler de charges qui fâchent, c'est-à-dire les charges non déductibles. Ça veut dire que vous payez par la société, mais ces charges ne sont pas des charges au sens fiscal du terme, et du coup il faut les réintégrer pour payer l'impôt sur les sociétés dessus. Je nomme en premier la TVS. La TVS, vous la payez, mais en plus, ce n'est pas déductible. Et puis après, toute une partie des amortissements. Alors qu'on parle des amortissements, c'est un petit peu complexe. C'est-à-dire que les amortissements, selon le CO2 que vous allez consommer, eh bien, l'amortissement va être plus ou moins déductible. Par exemple, si j'ai une voiture électrique, la base maximum d'achat, c'est 30 000 euros. Et on va voir que c'est un petit peu, il y a même des petites russes. Et quand vous avez un véhicule, on va dire normal, c'est 18 300, c'est-à-dire essence ou gasoil. Mais si votre véhicule est gros consommateur de CO2, la base d'amortissement, ça tombe à 9 900. Pour faire très simple, achetez-vous, je ne sais pas moi, une Porsche 911. Eh bien, la Porsche 911, le maximum que l'on pourra acquérir et défiscaliser sur la base de l'achat, ce sera 9 900. Alors, si quelqu'un a une Porsche 911 à 9 900 qui me fascine tout de suite, je l'achète sur le champ, bien évidemment en bon état. Mais on voit très bien que là, ça devient carrément confiscatoire. On sent, en tous les cas, que là, il y a un problème. Et puis, ce problème que je vous parle sur la base des amortissements, c'est exactement la même chose, alors avec des calculs différents, mais c'est la même chose si vous avez pris le véhicule par le biais d'un crédit bail ou si vous l'avez pris par le biais d'une location. Donc, quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre, que vous l'achetiez, que vous le louez ou que vous l'ayez en crédit bail, c'est exactement le même sort avec exactement les mêmes bases. Voilà, c'est un point qui est très important et je crois qu'il mérite, en tous les cas, une grosse phase de réflexion. Alors, pour illustrer cela, j'ai pris l'exemple d'acquisition du fameux véhicule Peugeot PureTech 130, le prix qui est affiché. Je ne parle pas de remise, etc. Je ne suis pas là pour vendre des voitures, je n'ai pas d'action chez Peugeot non plus, mais j'ai pris le véhicule, effectivement, 23 300 euros. Eh bien, sur quelle base je pourrais l'amortir? Eh bien, je pourrais l'amortir sur une base de 18 300 euros. Et du coup, le montant excédentaire, les 5 000 euros que je vais avoir, eh bien, je ne pourrais pas l'amortir sur cette base-là. Ça veut dire que chaque année, je vais prendre par exemple le prix du véhicule. Supposons que je l'amortisse sur 5 ans. C'est 23 300 euros divisé par 5. Ça me fera comptablement une charge pour 4 660 euros.
Mais fiscalement parlant, je ne pourrais amortir que 3 660 euros. Ça veut dire que chaque année, oui, je passerai ma charge pour 4 660 d'un point de vue comptable, mais fiscalement, je réintégrerai 1 000 euros tous les ans. Et donc, mon impôt sur les sociétés, l'impact que ce aura, eh bien, je paierai du coup 280 euros de plus, supposons que je sois avec de l'IS à 28%. Donc, voilà l'impact dessus. Et vous avez vu, je n'ai pas pris une voiture, j'ai pas pris une Rolls, hein, j'ai pas pris une Porsche, j'ai pas pris une voiture qui coûte cher, 23 300. Je pense que c'est sans doute le genre de budget que la majorité des Français ont pour pouvoir acheter un véhicule. Et vous voyez que là, ça commence déjà un petit peu à cogner. Parallèlement, je me suis posé la question de l'acquisition d'un véhicule électrique, celui d'un véhicule Peugeot E2008. Pareil, j'ai tenu compte, c'est un véhicule qui vaut, je crois, 37 000 euros, donc j'ai enlevé la fameuse remise de 6 000 euros que l'État donne, mais en fait, de façon très concrète, que vous ne payez pas, puisque c'est le concessionnaire qui assume ce coût au début. Eh bien, avec un véhicule Peugeot i2008, ça coûte 31 100 euros. Il y a la limite d'amortissement à 30 000, c'est bien que je n'ai qu'un montant excédentaire de 1 100 euros. Si je fais exactement la même technique, je vais amortir davantage à 6 220 puisque la voiture coûte plus cher. Je vais avoir un rythme d'amortissement comptable à 6 000 euros, mais je n'aurai à réintégrer cette fois-ci que 220 euros, si bien que l'impact sera de 61 euros, ce qui n'a rien d'exceptionnel du tout. Vous voyez que là, l'État veut donner un coup de pouce aux voitures électriques en montant la base. Et si on va aller beaucoup plus loin, j'avais écrit un article dessus qui a fait couler pas mal d'encre d'ailleurs, de la part de certaines personnes qui ne me croyaient pas, mais on a la possibilité de pouvoir, en fait, lorsque vous avez un véhicule où le fabricant, enfin le vendeur, vous fait une facture faisant ressortir deux biens, c'est-à-dire votre véhicule moins la batterie, et d'un autre côté une facture avec la batterie, eh bien, la batterie, dans ces cas-là, si vous prenez une Tesla 3, et encore une fois de plus, hein, je ne fais pas de pub pour Tesla, mais c'est le genre de véhicule qui vaut 25 000 euros à peu près la batterie, eh ces 25 000 euros, vous pouvez totalement les amortir, et le reste du prix du véhicule, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier des 30 000 euros de base. Ça veut dire qu'avec une Tesla 3, je sais, j'ai plus tellement les chiffres en tête, peut-être 60, 70 000 euros, on peut quasiment passer une très grande partie au niveau d'amortissement et du coup, ça devient assez avantageux. Alors Fabrice, est-ce qu'il est intéressant de prendre une voiture électrique ? Oui et non. Après, c'est une question. Après, moi, personnellement, si vous voulez, j'ai plus que ma BMW i3. Quelque part, j'ai la sensation personnelle que c'est bon pour la planète. C'est pour ça que j'ai acheté une voiture électrique. Maintenant, de façon idéalistique, et si on fait gaffe à son argent, je ne suis pas persuadé que quelqu'un qui fait très peu de kilomètres dans l'année ait un intérêt à acheter une voiture électrique. Maintenant, d'un point de vue purement fiscal, oui, la voiture électrique est sollicitée par les gouvernements pour essayer justement de permettre aux entreprises privées d'acheter plus d'électrique. Je crois qu'ils veulent faire passer, ce qui est à mon avis une bonne chose d'un point de vue incitatif, peut-être qu'ils devraient faire peut-être un petit peu mieux hein, au niveau des bases amortissables, mais en tout cas, il y a véritablement un signe fort de la part de l'État à vouloir que l'on passe sous une forme d'électricité. Je vois Eni qui me dit quelle est la différence entre crédit bail et location. Eni, c'est super simple. Quand on fait une location, on ne rachète jamais le véhicule. Donc, on se trouve, on dit, bah voilà, ça fait 300 euros par mois, je prends mon véhicule pendant 3 ans, je signe, au bout de 3 ans, la voiture part, je n'ai pas la possibilité de l'acheter du tout. Alors que le crédit bail, je vais payer par exemple 350 euros, puis au bout de 4 ans, on me dit, bah, est-ce que vous voulez lever l'option de crédit bail, donc le racheter, soit au contraire, effectivement, dire non, ça ne m'intéresse pas, et en ces cas-là, c'est quelqu'un d'autre qui le reprend. Voilà, Jamila qui me dit qu'il y a une voiture électrique, bah voilà, titre perso, voilà, une Ioniq. Jamila, s'il y a une société, on va pouvoir peut-être se poser la question de savoir s'il faut le laisser à titre perso ou s'il faut au contraire le passer au niveau de la société. Fabrice qui me dit, j'ai une hybride achetée perso pour la première année de ma cesse, puis je la passais sur la société. Oui, Fabrice, bien évidemment. En fait,
c'est ça, et ce que j'aimerais, Eni, voilà, qui me dit Aloha ou Alodé, c'est tout à fait. Fabrice, il y a un truc qui est super important, et je crois que c'est vraiment important, et c'est super que vous puissiez m'en parler. De façon très concrète, il faut partir du principe que c'est pas parce qu'on a une voiture sur la société qu'on n'est pas obligé ensuite de la remettre à titre privé ou vice-versa. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des vraies questions que l'on peut se poser à un moment donné de savoir. Or, une voiture hybride achetée par une société, je crois que pendant 1 an ou 2, je crois qu'on ne paye pas du tout. Alors, il faudra regarder, à condition que le CO2 ne soit pas trop élevé, on ne paye pas du tout de TVS. Mais dès que la voiture a plus de 2 ans, hop, c'est terminé. On doit payer une TVS. Donc, on peut très bien, pendant 2 ans, conserver le véhicule hybride sur sa société et ensuite le basculer à titre privé et le racheter et prendre des indemnités kilométriques. Voilà. Donc, j'ai terminé donc, cette partie sur l'impact pour la société. Et bon, la vie est foutue de telle façon que s'il y en a un qui paye, il y en a toujours un deuxième qui va payer, et le dirigeant, il va payer quelque chose. Et notamment, c'est ce qu'on appelle l'avantage en nature. Alors, l'avantage en nature, partez du principe que si vous avez un véhicule privé, il y a de fortes probabilités pour que vous en serviez. Je reprends. Si vous avez un véhicule inscrit à l'actif du bilan ou loué ou pris en crédit bail ou en LOA et LDD, eh bien, de façon très concrète, ce véhicule, vous n'allez pas l'utiliser qu'à fin professionnelle. Il y a de fortes probabilités que vous puissiez l'utiliser à titre privé. Petit aparté d'ailleurs, assurez-vous, faites très attention que votre assurance vous prenne le week-end et vous assure à titre privé, pas que vous n'ayez qu'une assurance professionnelle. Il faut aussi que vous ayez la possibilité de l'utiliser à des fins privées. Ça coûte que dalle, mais il faut y penser. On reviendra tout à l'heure, Sofiane, sur la question, on viendra après. L'avantage en nature, il y a 2 méthodes. Et donc cet avantage, en fait, le fait d'utiliser à titre privé, fait qu'on a 2 possibilités pour calculer cet avantage en nature. Soit en fonction d'un pourcentage, je les ai notés. Si par exemple, si le dirigeant paye son essence, dans ce cas-là, on prend 9% du prix du véhicule. Si le véhicule a moins de 5 ans, allez, cherchez pas, allez-vous tout de suite à 12%, c'est-à-dire que si la société paye l'essence, c'est-à-dire que c'est la carte bleue de la société qui fonctionne constamment, vous prenez 12% du prix du véhicule et ces 12%, vous multipliez par le prix et c'est ça qui va faire votre avantage en nature. On va le voir tout à l'heure. Et dès que le véhicule a plus de 5 ans, en ces cas-là, c'est du 9%. Prenons un exemple. J'ai mon exemple avec la Peugeot Essence. Elle vaut 23 300 €. Je prends le cas où la société paye l'essence et le véhicule a moins de 5 ans. Dans ces cas-là, je me retrouve avec un avantage en nature de 2 796 €. Cet avantage en nature, si je suis président de SASU, je le colle, je fais 2 796 divisé par 12 pour faire super simple, et tous les mois, ou une fois par an, un grand coup de 2 796, je vais payer des charges sociales dessus et de l'impôt sur le revenu. Si bien que j'ai pris, je reviens tout à l'heure sur le calcul, si bien effectivement que vous allez devoir payer des retenues salariales, des charges patronales et payer un impôt sur le revenu. Excusez-moi. Et donc, ces 2 796, c'est la base sur laquelle vous allez devoir payer tous les ans. Et puis, vous avez une deuxième solution, un peu compliquée, à mon sens en tous les cas. Ce serait comme des indemnités kilométriques, mais dans le sens inverse. C'est les avantages en nature calculés de façon réelle. Alors, pour faire ultra simple, vous prenez le prix du véhicule et vous allez regarder combien vous payez de frais d'assurance, de frais d'entretien, de tous les frais possibles et inimaginables, et vous allez tenir compte de l'amortissement et vous allez faire une règle, c'est-à-dire que vous allez prendre le kilométrage total que vous avez pu faire, privé comme professionnel, et vous allez prendre la partie privée, vous faites d'abord la division et ensuite la multiplication, et ça vous donne en fait les frais. Et puis j'ai marqué, alors c'est barbant, au plus haut point ce truc-là, il faut garder s'il a plus de 5 ans, moins de 5 ans, mais c'est faisable en tous les cas de faire cette typologie de calcul. Donc ça, ce serait bien pour quelqu'un, à mon sens, de prendre cette deuxième solution, qui n'aurait vraiment 2 véhicules, un véhicule privé et un véhicule de société, et qui dirait mon véhicule société, je ne l'utilise jamais à titre privé, et dans ces cas-là, je choisis la méthode du calcul réel. Par contre, les personnes qui n'auraient qu'un seul véhicule qui fait les deux, il ne faut pas s'emmerder la vie.
prendre directement le forfait. Comme ça, on est peinard en cas de contrôle, il n'y aura pas de discussion possible. Voilà la partie, effectivement. Et Sofiane, bientôt ta réponse, puisque je vais arriver sur les SICA sur véhicule personnel en espace dualière. Et la réponse est oui, Sofiane, bien évidemment, mais je vais l'expliquer. On passe à la deuxième partie. Deuxième partie, alors, un truc tout bête auquel on oublie de temps en temps, c'est qu'il faut quand même que la carte grise soit à votre nom. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un véhicule, c'est super, mais encore faut-il qu'il soit à votre nom. Alors, soit votre nom, soit si vous êtes marié ou pacsé, au nom de votre conjoint ou de votre conjointe. Sinon, c'est mort, ça ne peut pas fonctionner. Hein, parce qu'on retrouve très souvent des situations un peu particulières, des parents qui ont donné une bagnole, mais ils n'ont pas fait le changement de carte grise. Vous entretenez le véhicule, puis vous prenez des indemnités kilométriques, eh bien, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas marcher. C'est aussi simple que ça. Deuxième point, je rappelle quand même que vous pouvez vous donner des ICA, mais c'est quand même la société qui va payer le péage et le parking ponctuel. Par contre, tout ce qui est carburant, tout ce qui est parking régulier, tout ce qui est entretien, etc., c'est nécessairement vous qui devez le payer de votre poche. Donc, je résume. Entretien du véhicule, carburant, parking, journalier, enfin de longue durée, c'est vous qui le payez de votre poche. Les indemnités kilométriques, vous allez pouvoir les faire, ce sera dans votre poche, et vous pouvez faire payer également les péages, professionnels bien évidemment, et le parking ponctuel, professionnel également. Voilà, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, pour tous ceux qui ont déjà utilisé les ICA, ils ont dû remarquer que c'est limité, qu'il y a deux choses qui comptent essentiellement. C'est le nombre de chevaux fiscaux qui a été limité à 7. Moi, quand j'ai débuté dans la profession, c'était limité à 20 chevaux. Autant vous dire que vous pouviez avoir des voitures très pourries avec des nombres de chevaux fiscaux gigantesques. Et puis là, bingo, les indemnités kilométriques, ça tapait très dur. Et là, encore une fois de plus, l'État ne veut plus que les personnes, y compris les personnes privées qui prennent des indemnités kilométriques, prennent des ICA trop importantes en fonction des chevaux fiscaux. Et puis, il y a une deuxième barème qui est en fonction, bien évidemment, des kilomètres. Eni qui me dit, si ce véhicule appartient à la société mère, les filiales peuvent utiliser le véhicule. Oui, s'il y a une convention, il n'y a aucun souci. Mais il n'y aura pas d'ICA, hein, qu'on soit tout à fait d'accord. Là, c'est autre chose. Donc là, j'ai pris le barème. Voilà, bon, c'est un petit peu… Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que jusqu'à 5000 km, si on prend 3 chevaux et moins, eh bien, quelqu'un qui va faire moins de 5 km à l'année, et c'est par véhicule. Donc, ça veut dire que si on a eu 2 véhicules dans l'année, eh bien, on redémarre. Par exemple, quelqu'un qui aurait une voiture qui fait 6000 km, il devra utiliser 3 chevaux et moins. Quelqu'un qui a eu 2 véhicules, un qui a fait 3000 et l'autre qui a fait 3000, eh bien, ce sera la base du jusqu'à 5000, parce que c'est par véhicule. Très important, ça. Donc, quelqu'un qui aurait par exemple 3 chevaux, s'il a fait 4000 km, il fera 4000 fois 0,456. S'il a fait 6000 km, il fera 6000 fois 0,273 plus 915 à l'année, bien évidemment. Hein. Et puis, s'il fait au-delà, s'il a fait 25 000 km, il fera 25 000 fois 0,318. Alors, de façon très concrète, si vous êtes client chez Doux, d'ailleurs, que ce soit les indemnités kilométriques, tout est absolument géré, vous n'avez pas à vous préoccuper du tout de quoi que ce soit. Il y a juste à dire au début si vous allez faire plus de 5000, etc. Mais si vous dites, tiens, je vais faire 4000 et finalement vous avez fait 6000, eh bien, il y a un truc de régularisation qui se fait automatiquement. Donc, au moins, vous êtes tranquille. Et surtout, ce que j'ai oublié de dire, c'est que notre module est compatible et fiscal proof, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire qu'on demande 2-3 bricoles le jour, mais ça se met automatiquement. Où est-ce que vous êtes allé, ou quel est le client que vous êtes allé voir, et puis ça calcule automatiquement en fonction de votre véhicule. Si vous n'êtes pas client chez Doux et que vous n'avez pas de module de calcul d'indemnité kilométrique, je vous conseille soit de le tenir sur un module ICA, soit de l'avoir sur un module papier dans lequel vous allez vraiment tout noter, parce que vous ne pouvez pas dire, tiens, j'appuie sur mon totaliseur, et puis, pop, j'ai fait 5000 km par mois, ben c'est bon, j'ai marqué 5000. Là, c'est mort, et c'est mort, et c'est mort. Il faut, vis-à-vis de l'administration fiscale, pouvoir prouver, en fait, sur la forme où vous êtes allé. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Si vous ne le faites pas
et que vous prenez des ICA, c'est mort. Et c'est pour ça, une fois de plus, que parfois les gens prennent plutôt des voitures de société pour se dire, voilà, j'achète avec la société ma boîte, terminé, j'ai plus à me préoccuper de savoir, de noter où je suis allé, etc. Alors que si vous prenez des ICA, eh bien là, vous allez devoir noter. Et je pense que c'est un point qui est vraiment super essentiel. Alors, un exemple chiffré dessus, j'ai l'acquisition pas par la société, j'ai marqué une bêtise, par la personne. Excusez-moi, j'ai le coût pour la société sur 5 ans, voilà, on y arrive. Hop, excusez-moi, j'ai un petit trou là, voilà, sur le véhicule perso. Voilà. Pour le coût pour la société, si je fais une base de 5000 km, on suppose que la personne a acheté à titre personnel le véhicule, il fera 5000 km, j'ai fait le calcul, et la société va lui donner 13 700 € à l'année au titre des annuités kilométriques qui ont pu être effectuées. Et pour le dirigeant, par contre, j'ai fait le calcul, il va devoir payer l'investissement, il va devoir payer le carburant, l'assurance, l'entretien pour 7 000 €. J'ai supposé qu'il y avait une revente de véhicule. Bien évidemment, il y aura les 13 000 et j'ai mis un sous-total de 6 600 €. Mais par contre, pourquoi j'ai marqué ces 6 600 €? Parce que j'ai voulu, on vous fait dire aussi que pour avoir 6 600 €, il fallait avoir payé de façon très concrète de l'impôt pour avoir eu ces 6 600. Et donc, pour moi, le coût réel est de 9 400 €. Donc, voilà le coût réel pour un dirigeant s'il achète son véhicule, qu'il a entretenu, qu'il a revendu, etc., etc. Alors, je me suis gouré dans mon truc, et je reprends maintenant, si c'était le cas maintenant, puisque ça, c'est l'exemple chiffré, si maintenant j'avais acquis par la société, ça coûterait plus cher pour la société, puisqu'elle devrait investir, payer le carburant, elle aurait une économie de charge. Mais par contre, elle revendrait aussi la société, il y aura un impact d'IS, il y aurait la TVS à payer, il y aurait la réintégration fiscale, des amortissements, il y aurait des charges à payer, et ça coûterait à la société 20 000. J'ai un petit tableau après qui récapitule, pas de panique. Et pour le dirigeant, eh bien lui, il aurait des revenus salariales supplémentaires qui sont liés tout simplement au salaire qui viendra en moins du fait de l'avantage de nature, et il devrait payer un impôt supplémentaire qui est lié tout simplement à la base d'imposition, si bien qu'il aura un coût réel de 5 300. Moralité de l'histoire, voilà, sur une synthèse, eh bien les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. C'est-à-dire que pour une société, le fait qu'elle paye tout, y compris la TVS, ça va lui coûter réellement, IS déduit et tout, 20 600 € si elle avait de l'IS à 28%. À titre privé, eh bien, ça ne lui coûterait que 13 700. Et de l'autre côté, j'ai mon impôt sur le revenu supplémentaire qui me coûte 5 300, qui est lié aux charges sociales, etc. Et à titre privé, 9 400, parce que là, du coup, j'ai dû supporter quand même les frais de carburant à titre personnel, j'ai payé l'entretien et tout ça. Et donc, on voit sur une Peugeot 2008 la différence, 25 900, 23 100, c'est pas si évident que ça, finalement, de voir les choses. Donc, moralité de l'histoire, pour arriver sur cette conclusion, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un véhicule, en fait, vous devez vous poser les questions. Mais il y a quand même des grandes stratégies quand même à opérer. La grande stratégie, c'est quoi? C'est que si vous achetez un véhicule électrique, il y a de fortes probabilités que l'achat par la société soit plus avantageux. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous achetez un véhicule électrique, le nombre de chevaux fiscaux est excessivement bas et que vos annuités kilométriques, vous n'arriverez jamais à vous rembourser sur le véhicule. C'est quasiment impossible. Donc, si vous avez une voiture électrique style Tesla, ou style Peugeot et 2008, ou toute voiture électrique que vous voulez bien avoir, Zoé et compagnie, passez-le sur la société, c'est quasiment sûr et certain que ce sera plus avantageux. D'accord? Si vous avez un véhicule plutôt sportif, traduire plutôt polluant, franchement, c'est quasiment sûr et certain que ça ne vaudra pas le coup de le passer par la société et qu'il faudra mieux l'avoir à titre privé parce que ce sera extrêmement complexe. Si vous faites beaucoup d'annuités kilométriques, le choix de l'acheter à titre privé et de vous rembourser des ICA, ça peut être assez avantageux. Si vous faites très peu de kilomètres
privé, peut-être que le choix de passer aussi par la société peut être avantageux. Mais là encore, une fois de plus, si vous achetez une véhicule essence, faites attention au CO2, faites attention au prix. C'est pour ça qu'actuellement, quand on commence à tout mettre en œuvre, on se dit que parfois, il faut mieux acheter des véhicules qui ont déjà 2 ans, 3 ans, qui n'ont pas beaucoup de CO2, parce qu'on ne tient pas compte, quand je parle de 18 300, on ne tient pas compte du prix du neuf ou de l'occasion, c'est exactement la même chose. Et donc, de façon très concrète, il y a ces grandes stratégies qu'il faut, à mon avis, observer, mais il n'empêche que quelques petits calculs, ça peut être une excellente chose. Alors, Sabri qui me marque TBS, taxe sur les véhicules de société. Hein, c'est la fameuse taxe, on le verra en replay, et c'est la taxe que l'on paye lorsque on a un véhicule qui est inscrit à l'actif du bilan ou qu'on est loué ou qu'on a pris en crédit bail par la société. Jean, bonjour, je suis arrivé en retard, pas de souci. Peut-on voir la société à la fin de son amortissement, en particulier 1 euro? Non, Jean, parce que ça c'est une faute de gestion. Il faut vendre le véhicule au prix de la valeur vénale. Traduire, aller voir leboncoin.fr ou la centrale du particulier ou je ne sais quoi. Ouais, on peut pas. Non, non, c'est pas parce que on l'a totalement amorti qu'on peut vendre un particulier. Et Jean, ce serait d'autant plus dangereux si c'est toi qui l'achètes. Voilà, parce que là, c'est un détournement d'actifs. Non, non, il faut le vendre à une valeur vénale. Et moi, ce que je vous encourage à faire quand vous le vendez, vous allez sur leboncoin.fr. Et si vous avez envie, vous prenez les plus bas, hein, les prix les plus bas, copiez-les, imprimez-les si vous avez envie ou scannez-les et vous les gardez. Comme ça, si un jour vous avez un contrôle fiscal, vous pourrez dire, moi, je l'ai vendu à tel prix parce que c'était le prix, effectivement, de vente du véhicule. Comme ça, au moins, on est peinard, il n'y a pas de discussion possible. Sabri, j'ai analysé le sujet l'année dernière. Oui, je trouve plus avantageux de se faire rembourser les SICA si nous ne sommes pas en métier de transport, oui, ou de location de voiture, sinon on trouve à payer la TVA, c'est de ne plus pouvoir récupérer la TVA. Oui, Sabri, c'est souvent le cas, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aurais tendance à dire, et bien évidemment, c'est des chiffres avec des pourcentages que j'annonce comme ça, mais de façon très concrète, quand vous avez un véhicule essence ou gasoil, dans 90% des cas, faire de l'indemnité kilométrique et l'acheter à titre personnel est 10 fois meilleur. Généralement, c'est le cas. On aura toujours des exceptions, mais c'est rarement, en tout cas, dans l'intérêt de l'acheter par le fait, surtout si on aimerait, surtout si on veut acheter voiture 4 places, comme dit Sabri. Les seules bagnoles confort sans USA, ils coûtent moins de 80K avec 15 litres au 100. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est tout à fait ça. Et Sabri, oui, les électriques, c'est compliqué aujourd'hui. Je sais très bien, je peux moi-même, j'en suis utilisateur. J'ai plusieurs véhicules, mais j'en ai un qui est purement électrique. Et malgré, c'est pour ça que j'ai acheté une petite réserve essence. On sait très bien que quand on commence à vouloir faire 200 bornes, 300 bornes, eh ben, c'est un peu comme la météo, hein. On regarde avant si on est sûr de pouvoir arriver. Mais ça va venir. Je suis persuadé que dans les années qui vont venir, les voitures qui pourront faire 1000 bornes sans s'arrêter, elles vont exister, à mon avis, dans 2 ans, 3 ans. Et je pense que tout le monde sera prêt, surtout si l'État développe les bornes électriques, hein. Je pense que c'est ça. Si, à mon avis, il y a un frein, c'est plus cette borne électrique que l'envie de rouler en électrique. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on sera là, bien évidemment, pour vous répondre, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Il suffit d'envoyer un petit mot pour ceux qui sont clients chez Dux. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ne sont pas, ils pourront toujours poser des questions. Alors, on ne pourra pas faire d'études non plus, hein, sinon elles seront payantes pour eux. Mais en tous les cas, dites-vous qu'il y a quand même ces grands points au niveau de ces consommations, du CO2, auxquels il faut faire très attention. Laurent qui me dit, futur créateur de ma société, j'ai voulu effectuer une LLD sans pouvoir fournir 3 bilans, la location impossible, donc achat de mon véhicule et ICA à gogo. Alors, et c'est vrai, alors Laurent, on ne va pas se voiler la face, on a l'impression parfois quand on est créateur, et j'ai été créateur de ma première société, moi en 2006, où j'avais créé une société d'expertise comptable traditionnelle que j'ai revendue pour me consacrer exclusivement à Dux, mais je me souviens que quand il s'agissait de faire un prêt, c'était plutôt galère. Bon, alors maintenant ça va nettement mieux, mais néanmoins, il existe quand même des gens qui sont capables de faire du LLD. Pourquoi? Parce qu'ils prennent zéro risque. Si vous ne payez pas, ils reprennent la bagnole et puis ciao. Donc quand même, ça existe et on peut quand même le faire. Et véritablement, on peut, même si c'est effectivement très compliqué. Et c'est vrai que les ICA, en règle générale,
parfois on est un peu condamné à le faire parce que tout simplement, c'est pas possible de trouver quelque chose d'autre. Alors, j'ai compris que vous ne faites pas la compta à la marge. Ah, avec la TVA sur la marge, c'est peut-être ça, oui. Est-ce que c'est un projet en cours? Oui. Par contre, si c'est là la question, la TVA sur la marge d'occasion, si c'est ça, oui, on est en train de travailler dessus. On est bien d'accord. Taxe sur la marge pour les sociétés de vente de voitures. Oui, ça brille. C'est pas. Bon, il y a d'autres petits soucis, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. On est tout à fait d'accord. Même LD et. Ah oui, et l'OA, on paye la TVA. Pour info, oui. Oui et oui. Dès qu'on loue une voiture plus de 30 jours, c'est mort. Et dès qu'on signe un contrat, ça y est, la TVS, ça envoie du lourd. On a les limitations telles qu'on le connaît, donc la LD, le crédit bail et tout ce qu'on veut, ça ne change strictement rien du tout. Bon, écoutez, je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions. En tout cas, je vois que c'est toujours animé. Vous étiez nombreux ce matin. C'était une première. Hein. J'avais jamais animé encore quelque chose sur les IKEA ou les voitures de société. Alors, juste un petit rappel. Lundi et mardi, c'est les 2 derniers jours où j'animerai tous les jours des webinars, enfin des animations. Je vais en faire un petit peu moins. Et en septembre, par contre, ça va redémarrer comme un feu d'artifice parce que là, c'est plus 1 par jour qu'on va animer, c'est 2 par jour. On va faire un truc de malade où je vais inviter notamment des avocats sur le droit de la famille, sur le droit des mariages, sur de la gestion de patrimoine et autre chose. Et nous-mêmes, on va monter, on fera des nouveaux outils avec des prévisionnels, avec un certain nombre de choses. Ça va redémarrer. C'est pour ça que durant cette saison estivale, je ne pars pas en vacances dès mercredi. C'est tout simplement qu'on va préparer, en tout cas, pour revenir de plus en plus en force. J'ai commencé à indiquer, donc lundi, je fais quelque chose qui, je crois, plaît en règle générale, plaît énormément. C'est lundi sur, je crois, les sociétés civiles immobilières, c'est ça. Et mardi, il y aura un nouveau webinaire, c'est comment réalise-t-on un bilan? Parce qu'en fait, je ne parle jamais de Doux. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous ne parlez pas de Doux? Eh bien, on verra de façon très concrète comment nous faisons un bilan au sein de Doux, les humains qui le font, où ça se passe, c'est-à-dire à Lyon très exactement. En tous les cas, d'ici là, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi si vous êtes là, je vous dis à mardi, et puis sinon, il faudra attendre un petit peu et on se reverra en tout cas avec grand plaisir.